Bonjour, on est le 5 novembre 2020, avec une journée qui commence à être brumeuse. C'est les premières brumes qui apparaissent depuis très longtemps. On voit apparaître des brumes bon, avec un froid, un léger petit froid. On sent une fraîcheur. Bon, les températures commencent à diminuer, vous en conviendrez, puisqu'on est le 5 novembre. On est à l'approche de l'hiver. Les portes de l'hiver approchent à grands pas, puisque les portes de l'hiver seront le 21 décembre, c'est-à-dire dans un mois et quelques jours. Dans un mois et une dizaine de jours, nous y serons aux portes de l'hiver, ainsi que nous sommes l'avant-dernier mois de l'année, puisqu'après c'est le dernier mois qui est le mois de décembre et on terminera l'année 2020. Donc ce qui veut dire par là que l'année 2020, la fin de l'année 2020 s'approche à grands pas. Nous y sommes proches pour bientôt arriver à la nouvelle année qui est l'année 2021. Bon, ceci étant dit, je vais faire une vidéo qui va être consacrée à la contrainte en un point d'une facette. Donc je vais noter ceci, la contrainte en un point d'une facette. Alors, je vous rappelle ce que c'est qu'une contrainte. Une contrainte, c'est une force par unité de surface. C'est une force par unité de surface. Voilà, ça c'est une contrainte. Alors, les contraintes, elles peuvent être de l'ordre de... Je suis en mécanique des fluides. Hein. Ouais. Il faut que je mette le domaine où je me situe, parce que c'est vrai que si vous faites l'étude du solide, c'est plus ou moins la même chose, mais il y a voilà, des petites différences. Voilà. Je suis en mécanique des fluides et pas en mécanique du solide. Voilà, en mécanique des fluides. Alors, en mécanique des fluides, ben, la contrainte, ben, ce sont des forces. C'est une force sur une surface qui s'exprime en newton par millimètre carré ou en newton par centimètre carré. Donc en newton par millimètre carré. Voilà, et ceci, vous avez la contrainte. La contrainte, elles peuvent être voilà, de plusieurs ordres. On a voilà, des contraintes tangentielles, des contraintes normales, des contraintes de torsion, des contraintes voilà, de flexion, etc., etc. Bon, ici, en mécanique de fluide, bon, on va imaginer au niveau des déformations, parce qu'il s'agit de déformations, on va distinguer en deux déformations les contraintes de type compression, qui seront les forces de pression, si vous voulez, les contraintes de compression, et les contraintes tangentielles, qu'on appelle les contraintes de scission. Voilà, des scissions, ce qu'on appelle des scissions, des contraintes de compression et des contraintes de scission. Donc, on a des contraintes, si vous voulez, normales à une surface. Donc, ceci, ça se fait, quand je dis une contrainte, c'est une force par unité de surface. Hein. Donc, vous comprendrez qu'il existe une force et il existe une surface. Donc, la surface, si je mets une surface, peu importe l'allure de la surface, voici une surface. Que je vais vite refermer pour avoir ma surface. Voilà. Voilà une surface. Donc c'est un contour ici fermé. C'est un contour fermé. Et j'ai pris des segments. Donc en fait on a affaire ici à un polygone. Alors sur cette surface agit... bon, il faudrait voir ça comme un volume. Hein. C'est une section en fait provenant d'un volume. Voilà. On a un volume comme ceci. On peut avoir une force quelconque qui agit sur la surface. Bien sûr, cette force va agir
au centre de gravité. Le centre de gravité, par exemple, d'un rectangle, vous faites les diagonales, et vous avez l'intersection des diagonales et le centre de gravité. Voilà, donc la force va agir ici, si vous voulez, au point G. Donc la force, je devrais la déplacer. Donc je vais mettre la force, voilà la force qui agit en compression. Parce que si elle agissait, enfin, si elle agit en compression et en cisaillement, voilà, elle agit en compression et en cisaillement. Donc elle va exercer une force de pression et voilà, ça veut dire que on aura une décomposition de ceci. Suivant la normale à la surface, hein, on fait une normale à la surface. Voilà. Ça, c'est la normale à la surface. Toute surface a une normale. Hein. En mathématiques, on peut décrire la normale à une surface via un vecteur normal, n. Bien sûr, un repère trirectangle, ici comme on est dans l'espace, étant posé. Hein. On a un repère OIJ, un repère étant posé. Et donc le normal ici, est défini par ses composantes, ses cosinus directeurs. Et donc ses composantes. Donc, le n, est défini par des cosinus directeurs. Donc on aura alpha, c'est l'angle entre n et l'angle x, et l'axe x. Donc si je devais mettre par exemple le vecteur n ici, mais on aurait un angle alpha entre x ou x1, voilà, là on aurait x2, là on aurait bêta, et là on aurait gamma. Voilà. Entre x1 et n, on a l'angle alpha, donc on a le cosinus alpha, i, plus cosinus bêta, j, plus cosinus gamma, k, ou en d'autres termes, on aurait m, i, plus n, j, plus l, k, où MNLK sont les composantes du vecteur n dans la base OIJK, donc dans le repère R. Voilà, donc on peut décomposer donc ce vecteur F. On peut décomposer ce vecteur force qui agit sur la surface, sur la section ici, voilà, que je vais appeler S. Donc vous voyez que j'ai bien une force par unité de surface pour avoir la contrainte. Hein. Donc on aura, si vous voulez, si je fais F sur S, j'aurai deux contraintes, je dirais même trois, des contraintes en compression. Donc celui-ci va, si je fais F divisé par S, là j'ai la contrainte en compression si je suis en direction de, voilà, de sigma, de n, voilà. Donc ça c'est la même direction que n, mais vers l'intérieur. Et ça c'est, si vous voulez, la contrainte ici, c'est sigma, mais c'est sigma c'est ceci. Sigma c'est F, c'est la force ici que vous divisez par S dans, au niveau, bien sûr, de la normale. Donc dans le même sens que n. Enfin, dans la même direction que n, mais dans le sens contraire de n. Parce que la force est exercée en compression et non pas en traction. Alors on peut se dire que ici, sigma, il est
par rapport à n, il est négatif. Voilà, par rapport à n, si n constitue une base, hein, si n constitue une base, mais il est dans le sens contraire, donc sigma est négatif, donc on a une compression. On aurait sigma négatif en compression. Voilà. Dans ce cas-ci. Alors, il existe aussi, ça c'est ce qu'on appelle des forces des contraintes de compression, sigma, mais il existe des contraintes de tangentielles, donc toujours en faisant F sur S, mais en décomposant bien sûr là c'est, attention que c'est F sur, c'est la force, oui, je me suis mal exprimé ici, c'est la force F, que je vais appeler force extérieure, c'est la force extérieure bien sûr, divisée, bien sûr projetée sur N, hein. D'ailleurs, je vais tout effacer. Parce qu'ici, c'est. Vous aurez compris que c'est divisé par n, mais d'accord, mais c'est celle qui est projetée sur n. Hein. Donc, c'est-à-dire que on a f ou plutôt sur si n a la même direction que. Voilà, si je mettais un axe, ceci. Voilà. I, J, K, avec n dans le même sens que I, et même direction que I. Donc, I et n sont parallèles. I parallèle à n. À ce moment-là, qu'est-ce que je peux dire? Ben, la force extérieure projetée sur n, et donc fatalement sur I, divisé par S, ça fait la contrainte de compression. Et la contrainte de compression, c'est la pression. Et pour les scissions, à ce moment-là, c'est des projections sur, voilà, sur F extérieur divisé par S. Voilà, on peut projeter sur J. Là, j'ai une force de scission, voilà, suivant J. Et si vous voulez une force de scission suivant K, vous faites la même chose. Force extérieure projetée sur K, divisé par S. Et vous avez, voilà, la force de scission sur K. La contrainte de scission sur K. La contrainte de scission sur K. Voilà, donc en fait, c'est bien des contraintes, hein, parce que j'ai fait des newtons par millimètre carré, je divise, voilà, on divise par une unité de surface. Une unité de surface. Alors, à partir de là, on peut avoir comment est-ce qu'on appelle ça, le torseur, le tenseur, je m'excuse, le tenseur des contraintes. Je vais le faire tout de suite. Alors, pour ça, il faut construire un parallélépipède rectangle. Alors, qu'est-ce que ce que je suis en train de dessiner? C'est un mini-volume. Hein. Bon, dans le sens où mini-volume, ça veut dire quoi? Je prends un fluide. Voilà, voici un fluide.
et dans ce fluide-là, j'extrais un mini parallélépipède rectangle. J'isole un sous-système. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je l'ai fait pour voilà, la matrice des contraintes, donc pour le tenseur des contraintes. Voilà, et c'est ça que je suis en train de dessiner. Donc ça veut dire que je vais étudier le fluide ici. Voilà, j'étudie le fluide qui est là. Voilà, j'étudie le fluide là, mais en extrayant bien sûr le sous-système ici. Voilà, j'ai extrait le sous-système qui est le parallélépipède rectangle que vous voyez ici. J'extrais ceci. Alors, si j'extrais ceci, le parallélépipède rectangle que vous voyez là, je l'extrais. Voilà. Eh bien, ça, c'est ce que vous voyez là. Voilà. Mais quand il était là-dedans, il était en équilibre. Donc, quand vous l'isolez, vous devez remettre les forces où il y avait l'équilibre à l'intérieur. Il y avait un équilibre à l'intérieur du fluide. Vous devez remettre ces forces-là. Et donc, vous comprendrez qu'il y aura, je dois rajouter des forces. Voilà, des forces qui vont s'appliquer sur toutes les différentes surfaces. Mais je le ferai par après. Pour maintenir l'équilibre comme s'il était à l'intérieur du fluide. Une fois que vous l'isolez, ben, vous avez enlevé. Je vais mettre. Je dessine d'abord mon parallélépipède rectangle, puis après je le ferai. Bon, je peux donner des explications avec ça. Hein. Bon, le tout c'est de pas de dessiner avec précision parce que bon, sinon je pourrais prendre mon temps à le dessiner, mais le tout c'est je donnais des explications sur ça. On sait bien que c'est un parallélépipède rectangle. Peut-être qu'il est mal foutu, qu'il est mal fichu, mais je peux expliquer par rapport à ça. Voilà le parallélépipède rectangle. Alors, je vais mettre les forces. Il y a différentes forces. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un champ de force. Il y a une force qui s'applique ici, à la surface là-bas, à la surface derrière. Voilà. Ben, je vais numéroter les surfaces parce que sinon, on risque de plus s'y retrouver. Bon, on va faire un tenseur, une matrice de contrainte par rapport au point M, par rapport au point M ici. Voilà. Pour ça, je construis le parallélépipède MN P Q, si vous voulez, N', P', M', Q'. Alors, je vais mettre mon repère. Bien sûr, il y a un repère qui est posé. Alors, parallèle à M', N'. Voilà. Et là, on a l'axe X1 avec bien sûr le vecteur I, J et K. Donc vous comprendrez ici c'est X2 et X3. On a un repère direct trirectangle. On a un repère direct trirectangle ici.
Et là aussi, on a des angles droits. C'est un parallélépipède rectangle, on a des angles droits un peu partout. Alors, bon, pour ça, il faut partir de l'équation de la dynamique, mais ça, je le ferai par après. De la dynamique du mouvement, on suppose que le parallélépipède rectangle, ici, est en mouvement. Alors, rappelez-vous, bon, donc, il y a des forces qui agissent. Oui, il faut que je définisse mes surfaces. Alors, MNPQ, c'est la surface 1. Donc, celle-ci, M', N', Q', M', N', P', Q', c'est la surface moins 1. Alors, P', Q', est la surface moins 2. Parce que, pourquoi moins 2? Parce que ça va dans le sens des x3. Moins 1, il va dans le sens. Moins 1, c'est tout ce qui va dans le sens de l'axe. Voilà. Le I va par là, donc je le mets moins 1. Le K, il va par là, donc je vais mettre moins 3, pas moins 2. Donc si moins 3 est le dessus, la surface de base, Mn, N', M' est la surface 3. Et maintenant je vais mettre le devant et le derrière. Le devant, la face avant, c'est Pn, N', P'. C'est-à-dire que ça, c'est dans l'axe de x2, donc moins 2. Et celui derrière, je vais l'appeler, celui-ci, c'est 2. Donc, si vous voulez que je vous résume, je vais travailler avec M, N, P, Q. Ça, c'est noté 1, surface 1. MNPQ, c'est 1. Je vais me marquer correctement parce que c'est vrai qu'ici, on ne voit rien. Alors, MNPQ, c'est la surface 1. M', N', P', Q', c'est la surface moins 1. PN, alors, PN, N', P', c'est la surface moins 2. PN, N', P'. QM, QM, M', Q', c'est la surface 2. La surface 3 étant M, N, N', M'. Ça, c'est la surface 3. Et Q, P, P', Q', c'est la surface moins 3. Voilà. Et donc ici, je travaille avec les surfaces positives. Alors, je vous rappelle que les surfaces négatives, ce sont des accroissements finis. Il y a des forces aussi sur ces facettes-là. Mais voilà, je ne veux pas les indiquer, puisque je vais travailler qu'avec les surfaces positives. Sur les surfaces négatives, on a des accroissements finis. Voilà. Donc, comme je vais travailler qu'avec... je ne vais pas travailler avec des différentiels, je vais enlever uniquement... je vais travailler uniquement avec les surfaces positives. Donc, avec la 1, la 2 et la 3. Alors, je vais y placer directement leurs forces en 1, 2, 3. Alors, j'ai une force comme ceci. Voilà, sur la 1. Donc, c'est sur la face ici. Sur la 2,
c'est QM, M', Q', Q, M, ouais, c'est l'arrière, ouais, c'est l'arrière. Donc on a une force à l'arrière. Voilà. On a une force F1 ici. Attention que ce sont des delta F1 parce que ce sont des forces minuscules, hein. Ici, on a un élément de volume, hein. C'est un élément de volume delta V. Voilà, c'est tout. Et alors les surfaces, vous savez calculer parce que c'est là on a, si on a delta X, delta X dans la direction de X2, donc c'est delta X2. Q', P' fait delta X2. P', N' fait delta X3. Et N', fait delta X1. Voilà. Donc vous avez, vous savez calculer les différentes surfaces, hein. Si je prends la surface ici, c'est delta X1 fois delta X3. La surface ici, c'est delta X2 fois delta X3. La surface ici, c'est delta X1 fois delta X2. Et ainsi de suite, ça vous savez calculer les surfaces, hein. Voilà. Alors, maintenant, sachant cela, je vais recommencer ceci. Donc on va voir que l'action de trois forces. Parce que je ne fais pas les faces négatives, parce que je vous ai dit que c'est des accroissements finis. Donc je vais recommencer mon parallélépipède rectangle. Mon mini parallélépipède rectangle. Donc c'est un micro-volume, hein.
Voilà le micro-volume, delta V, dont le volume vaut exactement, si vous voulez le volume de ceci, c'est delta X1 fois delta X2 multiplié par delta X3. Delta X1 fois delta X2 fois delta X3. Et vous avez voilà le volume. Et alors vous savez trouver n'importe quelle surface, hein, que ce soit la surface, voilà, M, N, P, Q. Cette surface-là est la même que N', P', M', Q'. Voilà, c'est les mêmes surfaces. Et Q, P, P', Q est la même chose que MN, M', M'. C'est la même surface. Voilà. Et P, PN, P', N' est la même chose que QM, M', Q'. Voilà, alors je vous ai dit que j'allais m'occuper uniquement des surfaces positives et pas négatives. Les négatifs, ce sont des accroissements finis. Là, vous mettez une force au niveau de la surface 1, c'est-à-dire MNPQ, et là, on a une force d'action. Delta F1 alors sur la surface de QM, M', Q', on a une surface, on a une force delta F2. Voilà. Et on a une force delta F3 ici. Voilà. Alors, en faisant ça, ben, vous divisez par les surfaces comme je vous ai montré tout à l'heure. On divise par les surfaces à delta F3, vous allez le diviser par la surface de base, qui est voilà, delta F3, vous allez le diviser par delta F delta S, je m'excuse, c'est une surface, delta X, divisé par delta S, mais delta F3, c'est la base, c'est delta X2 fois delta, ça c'est pour avoir la contrainte, hein. C'est pour avoir la contrainte. Enfin, donc vous allez avoir delta F1, delta F2 et delta F3. Voilà. Ceci vous divisez par ds, df, delta F1 delta F1, vous allez diviser par delta X2 fois delta X3. Delta X2 fois delta X3. Et ça, pour ça, là, vous allez avoir une force par unité de surface, vous avez bien une contrainte. Mais maintenant, il faudra projeter, bien sûr, suivant les axes IJK. Mais ça, je le ferai par après. Mais avant ça, je vais faire voilà, delta F2. Delta F2, c'est delta X2 fois delta X1 normalement. Delta F2, delta X2 fois delta X1. Voilà, et le dernier, c'est delta X1 fois delta X3. Et ici, il y a une petite erreur, hein. Je me suis trompé quelque part parce que delta F3,
c'est delta x2 fois delta x1. Ouais, c'est ça. Delta x1 fois delta x3. C'est juste. Voilà. Et ça, ce sont les contraintes. Mais le problème, c'est qu'on a... Les contraintes sont divisées en... Voilà. Ça, je vais appeler ça la force de contrainte. Je vais l'appeler delta F contrainte sur la surface 1. Delta F contrainte sur la surface 2 positif. Et là, c'est delta F contrainte sur la surface 3. Alors, delta, je vais faire pour delta F contrainte. Bon, je vais enlever des petites choses parce que je n'ai plus de place. Bon, le volume, on sait bien que c'est ceci. Voilà. Là, je vais mettre les contraintes. Hein. Donc, on aura une contrainte. On aura une contrainte normale et deux contraintes tangentielles. Bon, l'orientation, elle est quelconque hein, de delta F1, delta F2, delta F3. Voilà, donc, j'aurai voilà, dans le sens contraire des axes. Voilà, ça c'est la normale dans le sens contraire. Dans le sens, tout ceci dans le sens contraire des axes. Donc là, ça c'est dû à... Tout ceci, c'est dû... Bien sûr, normalement... Enfin, peu importe. Ça, j'ai une contrainte ici qui est delta F1 contrainte. Ouais, le sens, on s'en fout. Hein, voilà, le sens, parce que normalement, la force... Voilà, on s'en fout du sens. Hein, voilà. C'est une orientation quelconque. On a une orientation quelconque. Donc delta F1 contrainte, il est décomposable en I, J et K. I, J et K. Donc en I, on aura... là, on l'appelle... La normale, c'est suivant... Elle est perpendiculaire à l'axe X1. Donc on va l'appeler sigma 1. C'est une contrainte de compression, sigma 1. Voilà, parce que... Voilà, c'est par rapport à la surface 1. Voilà, c'est par rapport à la surface 1. Donc je vais avoir sigma 1, parce que c'est par rapport à la surface 1, plus, mais en I, j'ai la contrainte voilà, de compression, donc j'ai la contrainte de compression, sigma 1, mais suivant la direction de I. Donc c'est sigma 1, 1. Voilà. Ensuite, donc ça c'est sigma 1, 1. Celui-ci fait sigma 1, 1. Voilà. Maintenant, je vais faire les contraintes je vais faire les scissions. Scission, c'est taux, c'est par rapport à la surface 1. Voilà. Donc j'aurai taux 1, taux 1. Voilà. Mais par rapport à la scission par rapport à J et la scission par rapport à K. Bon, et si vous avez compris ça, ben, je peux faire le restant. Donc je vais enlever les axes parce que c'est vrai que je n'ai plus de place ici.
on aura taux. Je fais la surface 2, la contrainte en surface 2. On aura l'axe contraire comme ceci. Voilà pour la contrainte sigma. On aura sigma par rapport à la surface 2. Suivant, ça c'est suivant l'axe des x2. Donc J. Voilà. Et là on aura la contrainte par rapport à la surface 3, suivant l'axe K. Voilà. Donc les contraintes en compression, voilà, elles sont déterminées. Donc j'aurai sigma 1,1, sigma 2, 2 suivant J, et sigma sigma 3 suivant K. Alors ça c'est delta F contrainte qui est la force divisée par l'unité de surface, mais sur la surface 2 et sur la surface 3 on a ceci. Alors tout le restant c'est des contraintes tangentielles. Taux, taux, taux. Suivant I, suivant I, suivant J et suivant K. Alors le taux, ça c'est sur la surface 2, ceci c'est la concision sur la surface 3, surface 3, surface 2. Suivant l'axe I, suivant l'axe I, suivant l'axe K et suivant l'axe J. Voilà. Et grâce à ça, je crée le tenseur. Le tenseur, je vais le créer tout de suite. La matrice de ceci, je vais le faire tout de suite en faisant une copie de ceci. Voilà, je vais sortir IJK. Et faire un produit matriciel. On aura la matrice IJK multipliée par la matrice tenseur. La matrice tenseur que je vais construire tout de suite. Donc ça c'est le tenseur des contraintes. Tenseur d'ordre 2. Alors il y a juste un petit truc, là on ne voit pas très fort parce que je ne sais plus redescendre, à moins que je sache encore redescendre. Non, je ne sais plus redescendre. Donc je vais effacer ceci. Elle est facilement, on peut la construire facilement. Donc c'est taux
3, 1, taux, taux 3, 2 et sigma 3, 3. Et là, on a IJK. Donc ça, c'est la matrice tenseur, elle est là. La matrice tenseur, elle est ici. Le tenseur des contraintes est ici. Bon, maintenant, je vais voir la contrainte en un point d'une facette. Donc la contrainte en un point de facette. Pour ça, je vais prendre le mini parallélépipède rectangle ici et construire un tétraèdre par rapport à ça. Alors ce tétraèdre va être construit donc comme ceci. Donc sigma 1, 1, sigma donc je vais remettre les axes hein, parce que pour pas me perdre, là j'ai l'axe x3. Ça c'est x3. Voilà. Alors l'axe x1, on avait dit que c'était celui-là. Et x2, c'est celui-ci. Voilà, on a tout. On a tout. Maintenant, je crée le tétraèdre pour calculer en un point d'une facette, connaissant bien sûr les contraintes. Voilà, on connaît les contraintes ici. Hein, les contraintes, on a le torseur, hein, enfin le tenseur, je m'excuse. On a le tenseur des contraintes. Alors, on a ici une contrainte taux 2 suivant J, c'est-à-dire J c'est 2, parce que I c'est 1, J c'est 2 et K c'est 3. Pour le deuxième indice, bien sûr, là j'ai tout, toujours pour la deuxième facette, mais pour le 3, voilà, l'axe K. Et là-bas, on a une contrainte comme ceci, et une contrainte comme celle-là. Alors ça, ce sera tout sur la face 3, tout sur la face 3, mais suivant, ça c'est le contraire à l'axe X1, donc c'est 1, et celui-ci, voilà, tout 3, 1 et tout 3, 2. On a tout ici. Maintenant, je vais construire mon tétraèdre pour calculer en un point d'une facette, connaissant les trois contraintes là. Je vais prendre une orientation quelconque d'une facette en prenant un tétraèdre. Comme ça, je peux le calculer en tout point. En tout point. Pour ça, on va construire son tétraèdre. Je vais construire comme ceci. Voilà. Voilà. Et comme ceci. Donc, je vais prendre une face comme ceci. Une face comme ça. Voilà. Alors, les contraintes sur la face ici, je vais vous montrer, elles sont connues. On a là, parce qu'on a le torseur. On a le tenseur, je m'excuse, on a le tenseur. Là, la face ici, on connaît les contraintes. Hein. C'est sigma 1, c'est voilà, les contraintes de cette partie-là, de cette surface-là. Les contraintes, ben, c'est celles qu'on a ici. Sigma 1, 1, voilà, les contraintes, elles sont là. Maintenant, les contraintes, ici, sur la face ici,
elles sont connues. Elles sont connues. C'est ceci. C'est sur la surface 2, les contraintes sont là. Maintenant, les contraintes ici, sur la face du bas, voilà, elles sont connues. C'est celles-ci. Elles sont connues. Voilà, on connaît tout. Maintenant, quid des contraintes sur une facette qui ne sont pas sur les plans de base, comme ceci. Donc, c'est-à-dire, quid d'une facette comme ceci. Une facette quelconque. Voilà, de ceci. Alors, il reste ceci, hop. Ça, c'est la facette du tétraèdre. Hein. Voilà. Alors, pour ça, on va positionner, voilà, comme je l'ai fait tout à l'heure, hein, delta F. Ici, je vais mettre delta, une force qui s'applique sur la surface du tétraèdre ici. Je vais appliquer une force. Ah, mais bon. Je vais pas le mettre en jaune, mais ce qu'il veut. Voilà. Là, c'est la force qui va s'appliquer sur d'orientation quelconque. Hein. Bon, le but, c'est pas. Voilà. Je mets une orientation quelconque. Bon, pour rester cohérent, l'orientation quelconque, je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà. On va mettre ça comme ça. Quand je dis rester cohérent, c'est parce que tout à l'heure, les contraintes, elles étaient comme ceci, et ma force était dirigée. Normalement, ma force était dirigée dans ce sens-là. Voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais je m'en fous. Mais en vérité, c'est dans ce sens-là, pour rester cohérent par rapport à mes vecteurs contraints. Donc en fait, elles sont tous, ces forces-là, delta F1, delta F2 et delta F3, sont dirigées vers l'extérieur, pour avoir une certaine cohérence par rapport aux vecteurs contraintes. Donc c'est pour ça qu'ici, pour rester cohérent, je vais rester avec, voilà. Alors, pour ça, on va définir un vecteur normal à la surface, voilà, pour donner l'orientation de cette surface par rapport à l'axe X, Y, Z. Alors je vais mettre un vecteur normal, voilà, que je vais appeler N comme à l'accoutumée. Voilà. Donc là, on va regarder les contraintes. On a un point d'une facette. On a un point d'une facette du tétraèdre que je peux appeler ce tétraèdre ici, c'était Q. Q, on va l'appeler ABQ. Voilà. ABQ. Et pour, bon, et là, le Q, je peux même le confronter avec un point C. Comme ça, j'ai la face ABC. La face ABC. Alors, pour faire ça, ben, on va de nouveau, on va, on va tout redessiner. Je vais tout redessiner. De nouveau, il faut tout redessiner, mais sans redessiner le parallélépipède rectangle, parce que j'en ai plus besoin. Je vais travailler par rapport au tétraèdre que vous voyez, ABC. Donc je vais extirper cette fois-ci. Vous voyez que je suis passé d'un système qui est le fluide à un sous-système qui est le parallélépipède rectangle, et de nouveau, hein, pour étudier dans une facette, ben, je suis obligé de créer un nouveau sous-système qui est un tétraèdre. Voilà. Alors, vous voyez que sur les plans donc Q, MNPQ, on connaît tout. Hein. Voilà, sur les plans par là, sur les plans des à côté, on connaît tout. Les contraintes sont connues. Puisqu'on a le tenseur des contraintes est connu. Le tenseur des contraintes est connu. Donc, connaissant le tenseur des contraintes, ben, je peux trouver un tenseur des contraintes qui donne bien sûr sur des faces, voilà, sur des plans appartenant aux axes. Ce sont des surfaces qui appartiennent au plan appartenant aux axes, au x1, au x2, au x1, au x3.
OX2, OX3. On a 3 plans. Hein. Quand vous avez un trièdre, vous avez 3 plans. Il y a le plan OX1, OX2. Dans ce plan-là, on a une surface. Voilà, on a le plan OX2, OX3. Et dans ce plan-là, on a une surface. Et on a le plan OX1, OX2. Et là, on a une surface. Donc, on a 3 surfaces. Maintenant, on veut calculer sur un plan qui n'est pas dense, sur une surface qui n'est pas dense, dans un des 3 plans, un tri, ce qu'on appelle un trièdre. Trièdre, parce que, voilà, èdre, c'est plan, polyèdre, c'est plusieurs plans, un dièdre, c'est 2 plans, et un trièdre, c'est 3 plans. Voilà, donc on recherche voilà, les contraintes sur une facette qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas au dièdre, au trièdre, je m'excuse, au trièdre qui est ici trirectangle. Hein. C'est un trièdre, trois plans qui sont perpendiculaires. Voilà. Alors, pour ça, il faut que je redessine le tout. Je vais tout redessiner. Voilà. Alors, je vais démarrer en dessinant le trièdre, le tétraèdre, je m'excuse. D'abord mon trièdre. Je vais d'abord faire mon trièdre et puis mon tétraèdre. Alors, mon trièdre trirectangle. Voilà. Mon premier axe. X3. Voilà. L'axe X1, celui-là. Et l'axe X2, celui-là. Voilà mon trièdre, trirectangle, 3 plans qui sont perpendiculaires avec une origine ici. On a l'axe OX1 ici, le vecteur de base I, le vecteur de base J, le vecteur de base K. L'axe OX3, l'axe OX2. Alors, je vais construire maintenant. Alors, mon tétraèdre, je ne le dessine plus. Mon parallélépipède, je m'excuse. Mon parallélépipède rectangle, je ne le dessine plus. Alors, on va mettre le tétraèdre ici. J'ai tout renversé. Hein. Bon, j'ai fait une rotation de l'axe au X1 et au X2 pour avoir une meilleure vue. Voilà. Alors, derrière, vous avez delta F contrainte. On a delta F contrainte, voilà, avec pour éviter d'avoir des comment on appelle ça, de trop gros. Bon, je vais essayer de m'en rappeler par rapport aux surfaces, qu'est-ce qu'on a fait. Mais le tout, c'est de ne pas encombrer le dessin. Donc je vais écrire pour vous expliquer, puis je vais effacer. Pour ne pas avoir. Voilà. Pour ne pas avoir, je veux dire, de saturation du dessin.
Je n'ai pas encore terminé mon tétraèdre. Voilà, je ne peux pas saturer trop le dessin. Alors maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a, et puis je vais chaque fois les enlever un par un. On avait une force ici. Alors, si vous vous rappelez OX2, OX3, alors ici je vais l'appeler A, B. Alors notre C c'était notre fameux Q. Et voilà notre Q. Et alors on mettait l'origine sur le point M. O c'est M, l'ancien M. O c'est M. O et M c'est le même. Ce qui veut dire que notre parallélépipède rectangle, bon, il allait, voilà, il faisait comme ceci. Hein. Voilà. Voilà, vous aurez compris qu'il faisait comme ceci. On a QM. Alors, à un moment donné, vous comprendrez qu'on a M. Je vais l'enlever, hein, parce que c'est juste pour vous montrer. Voilà. Pour éviter de saturer le dessin. Voilà. L'ancien parallélépipède rectangle, il était comme ceci. Voilà. Et on retrouve les points MN, MNPQ, et là vous comprendrez qu'on a N', M', Q', P'. Voilà. Bon, mais j'ai pas besoin de se parler les pipèdes rectangles, c'est pour vous représenter que j'ai fait une rotation. Hein. Voilà, j'ai tout bougé. Tout a. Ouais, voilà, c'est pour avoir une meilleure vue. Meilleure vue. Alors, ce que je vais dessiner maintenant, je vais l'effacer parce que bon, j'en ai pas besoin. C'est pour vous représenter l'ancien par delta V, voilà, par les pipèdes rectangles delta V. Voilà, maintenant j'ai le tétraèdre. Je dessine une facette d'orientation quelconque au sein et je vais calculer les contraintes en son sein. Alors, pour ça, je vais tout réeffacer, tout ce qui a été fait, et ne regarder que
ce qui est intéressant, c'est-à-dire le tétraèdre. Voilà. C'est le tétraèdre qui est intéressant. Bon, maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est vous montrer les forces où elles sont. Les forces, on avait une force là, une force ici, et une force là-bas. Puisque la surface 1, rappelez-vous, la surface 1, c'était sur le tétraèdre, MNPQ, c'était la surface 1. Voilà, MNPQ, c'était la surface 1. Alors ça, je peux l'écrire. Hein, je l'écris ici. Donc ici, ce que je vais marquer, c'est OBQ. Bon, je vais enlever ce point Q et je vais mettre C. Maintenant, vous savez bien que le C, c'est confondu avec Q et que M, c'est confondu avec O. Donc ça, j'enlève O et M. Et ici, je vais bien noter que j'ai bien O, l'origine. Voilà. Et là, je vais mettre C. On va partir sur des nouvelles dénominations, mais ça ne change rien. Alors, la surface 1, c'était la surface MNPQ. Mais ici, on n'a plus MNPQ, on a des triangles, donc on n'a plus des rectangles, puisqu'on a un tétraèdre, on n'a plus un parallélépipède rectangle. OBC et devient la surface 1. OAC, devient la surface. C'était par rapport à X2, perpendiculaire à X2, quand on était dans le parallélépipède rectangle, on avait un rectangle voilà, en sens contraire de X2, donc c'était la surface 2. Et la troisième sera perpendiculaire à la surface 3, c'est-à-dire OAB. Voilà. OAB. OAB avait pour normal, voilà, pour normal, si vous voulez, OBC a pour normal X1. Voilà, OBC a pour normal X1. OAC a pour normal c'est X2, donc c'est la surface 2, c'est juste. Et OAB a pour normal X3, donc c'est la surface 3. Donc on est bon. Donc les nouvelles dénominations de surface sont celles-ci, sont les suivantes. Ce sont ces surfaces-là. C'est les nouvelles dénominations de surface. Et là, bien sûr, vous comprendrez que là, les contraintes sont connues. Hein. C'est celles que j'ai calculées tout à l'heure. Vous allez chercher là, le tenseur, et vous avez les contraintes. Alors rappelez-vous qu'on avait delta F1, on avait delta F2, voilà, et on avait delta F3. Alors, rappelez-vous que ça, si on divisait par les surfaces, et si on faisait une composante normale et tangentielle, ben, on avait les contraintes. Et les contraintes voilà, de compression et de scission. Voilà. Donc, ici, on aura une force qui est comme ceci, normale, et deux forces tangentielles. Donc, parallèle à X3. Parallèle à X3 et parallèle à X2. Et ça, c'est là, voilà. Donc on avait taux, comme c'est la surface numéro 1, taux 1, taux 1. Et là, c'est la normale sigma 1. Voilà. Là, on fait la même chose. On avait delta F3 divisé par la surface. Voilà. Et on avait une contrainte normale. Par rapport à la surface OAC, qui est la 2, on a sigma 2. Et taux 2 et taux 2. Et le dernier, ben, on a une contrainte normale, sigma 3, bien sûr, et taux 1 et taux 2. Taux 3, je m'excuse. Taux 3. Alors maintenant,
le deuxième indice, ben, là, c'est sigma 1, il était dans le sens de sigma 1, il était dans le sens de l'axe 1, donc c'est sigma 1, 1. Taux 1 ici qui descendait, c'était par rapport à l'axe 3, et celui-ci, il est parallèle à l'axe taux 1, ici, dans ce sens-là, il est parallèle à x2, voilà. Et si je fais celui-ci ici, taux 3 parallèle à x2, taux 3 parallèle à x1, sigma 3, voilà, parallèle à x3. Voilà. Et le dernier, on aura sigma 2 parallèle à x2, taux 2 parallèle à x1 et taux 2 parallèle à x3. Voilà, et là vous avez toutes les contraintes, je veux dire, sur les faces du trièdre. Bon, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Je vais faire une relation par rapport à ça. Une relation par rapport à ça. Bon, alors pour ça, je reviens en arrière, j'enlève tout ça parce que ça prend de l'espace. C'est pour ça qu'on met une matrice. Hein. On a un champ de force, et quand on a un champ de force, on a tellement de force qu'on s'y perd. Je vous l'avais déjà dit auparavant. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec des matrices. Hein. On travaille avec des matrices. Bon. Alors, je vais même enlever ceci. Les delta F ne m'intéressent plus. Il n'y a plus. Voilà, on connaît la relation. De toute façon, j'ai la matrice des tenseurs. Je ne vais pas aller chercher la matrice des tenseurs. Donc, on connaît tout. On connaît tout là-dessus. Bon, ça, c'est l'axe J. Delta F3, je vais l'effacer. Et delta F2, je vais effacer. Donc delta F1, delta F2, delta F3, ce sont les forces qui agissent sur les surfaces du trièdre. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont la force appliquée sur la facette ABC, facette d'orientation quelconque. Alors pour ça, il faut connaître la normale. Je vais chercher la normale. Voilà. Il me faut le vecteur normal, qui est un vecteur de base. Bon, je l'ai fait un peu trop grand. Je vais recommencer. Parce que sa norme, elle vaut 1. Voilà. Elle est de même, voilà, de même grandeur que K, que J et que I. Parce que les trois vecteurs là sont des vecteurs de base. Donc la norme de I, la norme de J, la norme de K et la norme de N fait 1. Donc I égale la norme de I égale la norme de J. Bon, je mets qu'une seule barre. Hein. Vous comprendrez que c'est la norme. La norme de K égale la norme de N égale 1. En norme. Bon, je vais quand même mettre les deux barres. Donc, c'est trois vecteurs de base. Hein. Si ce n'est que à la différence, mais N a un angle alpha ici par rapport à I, un angle alpha bêta par rapport à J et un angle gamma par rapport à K. C'est ce qu'on appelle le cosinus directeur. Donc, ça veut dire que N, si vous voulez, N il vaut L I plus M J plus N K. Avec, je vous rappelle, la norme qui fait 1. La norme de ce vecteur-là fait 1. Ça veut dire que L carré plus M carré plus N carré, racine carrée, ben, on n'a pas besoin de mettre la racine carrée, parce que racine carrée de 1, ça fait 1. Ouais, je peux mettre la racine carrée, mais si je fais la racine carrée de 1, la racine carrée de 1, ça fait 1. Donc j'ai pas besoin de mettre la racine carrée. Voilà. Donc ce qui veut dire que cos carré plus cos carré alpha plus cos carré bêta plus cos carré gamma fait 1. C'est ça que ça veut dire. Puisque L vaut cosinus alpha, M vaut cosinus bêta et N vaut cosinus gamma, puisque ce sont les cosinus directeurs. Bon, ça c'est
c'est pour le vecteur de base, d'orientation de la facette ABC. Alors je vais positionner maintenant la force sur la facette ABC. Voilà. Alors, cette force, je vais l'appeler on va l'appeler R. Vecteur R. Alors, de quoi vient R? Alors, je vous l'ai déjà dit, ça vient d'un équilibre dynamique. Hein. Ça vient d'un équilibre dynamique. Ça vient d'un équilibre dynamique. Qu'est-ce qu'on entend par équilibre dynamique? C'est la somme des forces égale ma. Donc somme des forces égale à MA. Voilà, somme des forces égale MA. Alors, les forces, c'est la force de pression. C'est la somme des forces et l'équilibre dynamique, ça va être la somme des forces extérieures. Mais dans la somme des forces extérieures, on a aussi des forces à distance. Et là, c'est égal à MA. Somme des forces extérieures plus la somme des forces à distance vaut MA. Bon, mais c'est pas tout à fait MA, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'ici, on a un mini-volume, hein, un micro-volume. Alors, les forces à distance, c'est la masse fois la gravitation. Mais la masse ici, c'est M, c'est rho V. On a un solide, un liquide, un fluide, c'est un fluide, un liquide homogène. On a rho V. Rho V, c'est qui fait en microscopique, en minuscule, c'est delta M égale rho dmV. Mais ici, on a un tétraèdre, rho dmV, le volume d'un tétraèdre, c'est 1/6 de delta x1 delta x1 fois delta x2
fois delta x3. Bon, mais ici on a un infiniment petit d'ordre 1, un infiniment petit d'ordre 1 et un infiniment petit d'ordre 1. Ce qu'il faut au total un infiniment petit d'ordre 3. Ceci est un infiniment petit d'ordre 3. Ce qui veut dire que m fois g ben, est un infiniment petit d'ordre 3. Ce qui veut dire qu'il est négligeable. Attention qu'ici le tétraèdre est en mouvement. Hein. C'est un tétraèdre en mouvement. C'est pour ça que je fais l'écriture dynamique. Hein. L'écriture de l'équilibre dynamique. Il n'est pas au repos. Mais tout ce qui est en rapport avec la masse sera des infiniment petits d'ordre 3. Et donc le MA là, c'est aussi un infiniment petit d'ordre 3 parce qu'il a à voir avec la masse. Parce qu'on a delta MA. Là, c'est delta MA. Bon, quand je dis delta F extérieur, c'est bien sûr des sommes de delta F. Hein. C'est des mini-forces. Hein. Donc ici, c'est delta M. Et là, c'est un infiniment petit d'ordre 3. Ce qui veut dire que celui-ci va tomber. Et les forces à distance, mg, c'est delta mg. Il est négligeable. Donc, on a des forces de pression proportionnelles aux surfaces. On a des forces de pesanteur proportionnelles au volume ou à la masse. Voilà. Quand je dis d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des forces de volume. Hein. Quand je dis M, c'est proportionnel à la masse, oui, mais c'est indirectement proportionnel au volume aussi, ρV. Le M, le ρ, il est constant, on a un fluide homogène. On a un fluide homogène. On a un fluide homogène. Donc ce sont MA, ce sont des forces de masse ou des forces de volume. Voilà. Qui sont négligeables. Parce que ce sont des infiniment petits d'ordre 3. Les forces de pesanteur. Les forces de pesanteur sont des infiniment petits d'ordre 3, ce sont des forces de masse ou de volume. Donc ils sont négligeables aussi. Donc il reste les forces, si vous voulez, les forces appliquées aux surfaces. Bon, mais les forces appliquées aux surfaces, divisées par la surface, ça fait des contraintes de scission et des contraintes de pression. On aura des contraintes de scission et des contraintes de pression. Voilà. Donc le R là, le R que vous voyez ici, je me suis un petit peu trompé parce que c'est delta R. Ce delta R, c'est justement ça. C'est les forces, la variation des forces extérieures. Voilà. Donc vous voyez qu'il ne reste plus que ceci. Il ne reste plus que delta R. Et donc maintenant je peux faire mes calculs par rapport à ce delta R. Donc, on est bien en équilibre dynamique. On a bien un mouvement. Maintenant, c'est voilà, de représenter bon, delta R, les composants comme on connaît les composants de N, tout est connu ici, puisque qu'est-ce qui est connu? Bon, on connaît tout. Hein. On connaît la matrice tenseur. On connaît le tenseur. La matrice des contraintes, on connaît le tenseur. Donc je sais ce qui se passe sur les à côté au niveau des contraintes. Hein. Au niveau des faces OAC, OBC et OAB, je connais voilà, les contraintes de ce qui se passe.
la normale à la facette, je calcule par rapport à une normale connue. Je calcule par rapport à une normale connue. Et maintenant, par rapport à cette normale, ben, je vais calculer que vous, c'est delta R, sachant que la somme des delta R vaut environ 0. Hein, parce que bon, je vous ai dit que c'est à première approximation, ça vaut environ 0. C'est pas tout à fait 0. Voilà, ça fait pas tout à fait 0. Voilà. Et c'est ceci qui est connu, et on va déduire la relation de ceci par rapport à ceci. Donc par rapport à une facette, déduire par rapport aux facettes où on connaît les contraintes normales, si vous voulez. Les contraintes par rapport au trièdre, on connaît les contraintes par rapport au trièdre, ben on recherche la contrainte par rapport à une facette quelconque, dont on connaît l'orientation. Donc il existe une relation delta R par rapport à ce tenseur-là. Il existe une relation entre delta R et ce tenseur. Alors, ici, le tétraèdre, bon, il a une certaine surface que je vais appeler delta S. Et delta S, vous connaissez, hein. On connaît delta S, puisque c'est 1/6 de, voilà, de BC fois AB fois AC. AB fois AB fois BC fois AC. Voilà. Alors, connaissant tout ceci, eh bien, on va entamer les calculs. Alors, je vous ai dit que l'équation d'équilibre dynamique se réduisait en peau de chagrin à la somme. Donc, delta R égale 0. La somme des forces égale à 0. Alors, mise sous forme de force, alors, qu'est-ce que c'est que le R? Le delta R, c'est la contrainte. Hein. C'est contrainte de la face ABC. Enfin, sur la face ABC. dr, c'est la contrainte sur la face ABC. Alors ça, je vais le marquer. dr, c'est la contrainte sur la face ABC de surface qui vaut delta S. Qui vaut, sa surface, elle vaut delta S. Voilà. C'est la surface ici. Voilà, c'est ce que je vous ai mis tout à l'heure en jaune. C'est toutes ces surfaces-là. C'est la face avant. C'est la surface où ce que je vais calculer. Voilà. C'est cette surface-là. C'est ABC. Surface ABC. Alors, la force qui agit, ben, on sait bien qu'une contrainte, c'est une force par unité de surface. Une contrainte, je l'appelle sigma. C'est une force par unité. Une contrainte, c'est une force par unité de surface. Donc, la contrainte, je peux en avoir de deux sortes ici, soit en scission ou en compression. Donc j'ai une force j'ai une contrainte, hein, alors, la contrainte, c'est une force de contrainte sur la surface delta S. J'ai une force de contrainte sur la surface delta S. Force de contrainte sur la surface. Mais une force de contrainte, voilà, c'est une force par unité de surface.
C'est une force par unité de surface. Voilà. Donc si je connais la force de contrainte, qui est delta R, je connais les composantes de delta R, que je vais appeler R1, R2 et R3. Je connais les composantes. Enfin, je vais chercher les composantes. R1, R2, R3. Je vais les exprimer par rapport au, voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on connaît, le tri-rectangle. Mais je connais delta R, je connais, enfin, je suppose que c'est R1, R2, R3, c'est ça que je veux dire. Je suppose que c'est R1, R2, R3, en composante. Voilà. Donc, si je fais F sur S, j'ai une force de contrainte. Or, delta R est une force de contrainte. Donc, si je veux... je réfléchis 2 secondes avant de raconter des bêtises. Donc, j'ai bien mis R1, R2, R3. C'est bien la composante de delta R. Et si je fais la force de contrainte fois la surface, j'ai bien la force. Voilà, c'est ça, c'est bon, c'est juste. C'est exact. Si je fais la force de contrainte qui est ici, fois la surface, là j'ai la force. Or, l'équilibre de force dynamique, c'est la somme des forces vaut environ 0. Je m'excuse, je ne suis pas aidé par mon clavier, c'est surtout ça qui me pose un problème. J'ai encore un problème de clavier, environ 0. J'ai du mal à écrire, c'est ça qu'il y a. Voilà, en faisant ça, eh bien, c'est les forces de contrainte suivant delta S fois S. Or, on connaît la force de contrainte suivant I, c'est R1, parce que delta R est connu. Enfin, on sait l'exprimer, delta R vaut R1 de I plus R2 de J plus R3 de K. Voilà. R1 de J plus R2 de J plus R3 de K. Maintenant, il faut F. Parce que ce n'est pas les contraintes qui m'intéressent, ce sont les forces. Ce sont les forces. Donc, ce qui veut dire que ceci, je vais l'effacer. Donc, on sait bien qu'il faut que je fasse une force par fois la surface, la force de contrainte fois la surface, pour avoir la force. Pour avoir la force, il faut que je multiplie la force de contrainte. Or, les forces de contrainte, c'est la force de contrainte sur la surface ABC delta S. Donc, je vais faire R1, tout ceci, pour avoir la force. F. Je vais faire delta S. Je m'excuse, je ne suis pas trop aidé. Je suis vraiment embêté par un clavier qui part sur la droite et qui part sur la gauche, alors que voilà, j'ai des difficultés énormes d'écriture. Et donc d'explication, parce qu'en fait, je ne suis pas trop aidé par le clavier. Voilà. Delta S fois ceci. Alors, ce qui veut dire que je veux multiplier ceci par delta S. Voilà, je multiplie par delta S. Delta S étant un scalaire. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai encore besoin de mon dessin, parce que mon dessin, comme j'ai le tenseur est connu, la matrice est connue, j'ai le tenseur, j'ai plus besoin de mon dessin. Donc ça me permettra d'avoir de la place. Mon tenseur est connu, voilà, ça me permettra d'avoir de la place. Donc je vais exprimer maintenant, je vais effacer tout ceci.
il y a juste un petit truc ici. Ici, c'est delta F. Hein. Delta F. Voilà. Et tout va se baser sur ceci. Voilà, delta F. Donc maintenant, je vais multiplier. Je vais avoir R1 delta S, I. R1, bon, je sais pas si, je ne sais plus écrire, hein, je m'excuse, mais je ne sais plus écrire. Bon, je vais écrire comme ceci parce que bon, mon clavier ne fonctionne plus très bien et voilà, je suis embêté par, voilà, je vais l'appeler delta S. Je crois que ça ira plus vite en faisant des écritures comme ceci parce que delta S fois I. Je m'excuse parce qu'en fait le problème il est là. Hein. Je ne sais plus manipuler le clavier. Je vais à droite, il va à gauche. Je vais à gauche, il va à droite. Voilà, je remonte, il redescend. Il fait tout le contraire de ce que je devrais faire. Et je n'arrive pas à écrire. Je devrais donner des explications pour avoir un certain rendement. Je ne l'ai pas le rendement parce qu'en fait le clavier me bloque voilà, dans ma façon de procéder à vous expliquer. Voilà, j'ai un problème technique ici qui m'empêche je veux dire, d'écrire les choses correctement à la vitesse que je voudrais. Voilà, alors bon, je vais à gauche, il va à droite. Je vais à droite, il va à gauche, il bloque, il refait des. Et ça, c'est. Bon, je peux pas travailler comme ça, hein, je peux pas travailler pour vous montrer des explications comme ça, avec un clavier qui, je veux dire, qui mal fonctionne. En fait, c'est le touchpad, qui dysfonctionne. Le touchpad dysfonctionne. Alors j'ai mis une souris, pour vous dire, j'ai mis une souris. Elle m'aide un petit peu, mais bon, pour l'écriture, pour écrire avec une souris, c'est difficile. Hein. Je préfère écrire avec un touchpad, quoique c'est encore difficile d'écrire avec un touchpad, mais voilà. Voilà. Bon, donc R1 delta S fois I, delta S. Ici, j'ai un blocage complet maintenant. Ouais, je suis un petit peu embêté. Je me demande si j'arrêterai pas sur cette équation-là. Je crois que je vais arrêter la vidéo et faire deux parties. Parce qu'en fait, ici, je suis embêté. R1 delta S I. Problème technique. Problème technique, voilà. Donc, je vais réécrire l'écriture. Bon, je vais quand même continuer. Si je vois que ça ne va pas, je referai une seconde partie. Je ferai une seconde partie si je vois que ça ne va pas. Bon, je vais quand même continuer. Voyons voir si je peux encore continuer. Mais je vais essayer de faire des écritures plutôt avec des caractères comme ceci. Parce que. Bon, alors, si je distribue. Bah oui, je crois que je vais arrêter. Hein. Je vais arrêter. Parce que ici, je suis embêté, très embêté. Voilà, je vais arrêter ici. Je m'excuse. Je ferai une deuxième vidéo. Merci.